Bonjour chers collègues, merci de votre présence pour cette conférence. Cette conférence fait partie d'un différent cycle. À la FFPE, on organise différents types de conférences, comme vous avez pu le voir dans nos annonces. On a fait beaucoup de conférences sur le droit des successions, la fiscalité, des choses comme ça. Mais aussi beaucoup de conférences sur les thèmes liés au bien-être, à l'équilibre personnel, la manière de bien se nourrir, de bien gérer son mental, son énergie, etc. Donc aujourd'hui, c'est plutôt dans cette dynamique-là qu'on est avec Madame Evra, qui va parler de la manière d'identifier les éventuels symptômes d'un début de burn-out, comment prévenir, éviter le burn-out. Elle va nous raconter tout ça, et donc ça nous a paru utile, compte tenu des modes de vie qu'on a à la maison ici, à la maison commission, ces dernières années, d'être alerté sur les risques éventuels du burn-out, et donc et de savoir comment le prévenir. Et elle a donc rédigé, ce qui nous a pas mal attiré, c'est son livre sur le but du burn-out, comment l'éviter, comment en sortir. Et elle va nous expliquer son expérience, ses conseils, son approche. Je pense que ça sera utile à tous, en espérant bien sûr que personne n'est en burn-out ici, de ne jamais y tomber. Voilà, donc la parole est à vous. Il y a encore de la place pour les collègues qui arrivent sur le côté à droite, là-bas, à ma droite, à votre gauche. C'est comme ça? Oui. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Je vais faire parler de vous parce que sinon les gens derrière ils ne voient pas grand-chose. Voilà, je suis ravie d'être avec vous. Merci de m'avoir invité, Monsieur Bakri et votre équipe, sur un thème qui est très d'actualité, comment gérer son énergie pour ne pas s'épuiser. J'aime beaucoup être ici parce que je suis moi-même un enfant des institutions européennes, puisque mon papa a fait 40 ans de carrière, toute sa carrière, à la Commission européenne et à la Cour des comptes européenne à Luxembourg. Donc j'ai fait l'école européenne de Bruxelles, l'école européenne à Luxembourg, j'ai fait le stage de la Commission dans la délégation de la Commission européenne à Moscou. Voilà, donc ça me tient beaucoup à cœur. J'ai encore beaucoup d'amis qui ont fait l'école européenne et qui sont maintenant vos collègues. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Peut-être d'abord je vais m'introduire. Alors je ne suis pas médecin pour parler du burn-out, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas nutritionniste, sophrologue, toutes ces professions qui peuvent encadrer et aider des gens fatigués. Je suis moi-même juriste de formation, j'ai travaillé 20 ans dans les télécommunications, d'abord comme avocate dans un grand cabinet à Allen & Overy, un des grands cabinets anglo-saxons, et puis j'ai été directrice juridique et des affaires humaines, pas des affaires humaines, des ressources humaines, pardon, pour un opérateur télécom en Belgique. Et puis j'ai travaillé pour le ministre belge des télécoms, en charge moi-même du secteur postal et télécom. Et puis j'ai créé ma propre entreprise avec mon mari. Et 2 ans plus tard, un samedi matin, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit « Waouh, ça ne va pas du tout ici, je ne vais pas pouvoir me lever ». La semaine d'avant, j'avais fonctionné raisonnablement, j'avais travaillé toute la semaine, je m'étais occupée de ma famille, des enfants, des taxis, du soir. J'ai rien vu venir et j'ai pas pu me lever donc, et j'ai commencé par dormir les 3 premiers mois à raison de 18 heures par jour. Et le restant de la première année, je me suis traînée en pyjama, du lit au fauteuil. La 2e année, j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait et ce qui pouvait me redonner de l'énergie, ce qu'il ne fallait pas faire, dans quel ordre faire les choses. Et j'ai trouvé pendant toute cette période forcément très difficile, quand on a été dynamique, si je vous raconte les différents emplois que j'ai eus, c'est peut-être simplement pour montrer que j'étais dans une dynamique très active, tout se passait bien, trop bien peut-être, trop d'activités. Et pendant cette période difficile des 2 années dont j'ai eu besoin pour me remettre de ce burn-out, j'ai rencontré d'autres gens en burn-out et j'ai trouvé que tout le monde tâtonnait pour essayer de comprendre ce qui lui arrivait, essayer de mettre en place ses propres solutions, alors qu'il y avait tellement de choses à dire, et donc tellement de choses en tout cas qui s'appliquaient à tout le monde, mais qu'on ne savait pas et que personne ne nous disait. Et c'est pour ça que j'ai choisi de rédiger donc, le guide du burn-out, qui est un livre avec un fil rouge. C'est quoi le burn-out? Comment on fait pour le voir venir, pour l'éviter? Et si on n'a pas réussi à l'éviter, qu'est-ce qu'on fait pour remonter la pente et redevenir quelqu'un d'actif par après? C'est un livre basé sur beaucoup de témoignages parce que moi je suis une femme avec enfants, mais il y a aussi des hommes, il y a des gens sans enfants,
Il y a des gens plus jeunes que moi et des gens plus âgés qui font des burn-out, et donc le livre contient énormément de témoignages, de telle sorte que chaque lecteur puisse un peu se retrouver dans cette histoire. Alors la première chose à faire, je pense, c'est de préciser les concepts, parce qu'on confond encore beaucoup la fatigue. Beaucoup de gens disent bon, moi aussi je serais bien 15 jours à la maison, c'est un peu lourd, moi aussi je prendrais bien 3 semaines d'arrêt maladie, ça me ferait du bien. Donc c'est quoi la différence grande fatigue, grosse fatigue et burn-out? Et puis l'autre chose à clarifier absolument, je pense, c'est la différence entre burn-out et dépression, parce qu'on a encore tendance à penser que le burn-out est une forme de dépression, alors que ce n'est pas du tout le cas, ce sont deux maladies tout à fait distinctes. Alors pour expliquer les concepts, la première chose que j'aime bien faire, c'est imaginer que chacun d'entre vous est un barrage. Un barrage, oui, tout le monde comprend le mot barrage? Eh bien, quand tout va bien, ce barrage est paisible, l'eau est calme, il y a du soleil, il n'y a pas de vent, nous tous environ il y a une dizaine d'années. Et puis, quand on court de plus en plus, quand on est de plus en plus stressé, quand certaines choses ne vont pas dans notre organisation personnelle, professionnelle, eh bien, ce barrage est de plus en plus sous pression. Tant qu'on est dans cette phase-là, certes, c'est un peu désagréable de se sentir toujours stressé, un peu irritable, mais on peut encore assez facilement ramener du calme et ramener, en changeant quelques petites choses dans son organisation, on peut ramener du calme sur le barrage et redevenir, je dirais, en forme et avec moins de risque d'épuisement. Là où les vrais problèmes commencent, c'est quand on ne s'écoute pas et on continue, parce que tout est enthousiasmant, qu'on aime notre vie, qu'on a des enfants, qu'on ne peut pas s'arrêter, qu'on doit faire ceci et cela. Et le barrage est de plus en plus sous pression jusqu'à un moment où le barrage cède. C'est instantané, c'est vraiment quand je vous dis que le samedi matin j'ai ouvert les yeux et que je n'ai pas pu me lever, c'est le moment où mon barrage a cédé. La semaine d'avant, mon barrage était sous pression, mais ça va, je fonctionnais assez bien. Il y a des gens qui vous racontent qu'ils sont en réunion, tout allait bien, et puis c'est leur tour de parler, et c'est le blackout. Ils ne savent plus, voilà. C'est le moment où leur barrage lâche. Il y a des gens qui sont au feu rouge, le feu passe au vert, et ne savent plus conduire. C'est assez spectaculaire, parfois c'est moins spectaculaire, mais c'est toujours le moment où le barrage cède. Quand le barrage cède, on peut avoir une petite brèche, petit burn-out, grande brèche, grand burn-out, c'est souvent lié à la durée pendant laquelle vous avez exagéré avant que votre barrage ne lâche. On comprend que c'est plus compliqué parce qu'il va falloir réparer un barrage. Comment est-ce qu'on fait pour réparer voilà. Et puis après, il va falloir attendre que tout le niveau d'eau, d'énergie qui s'est écoulé en une fois, se reconstitue. Pour ça, il va falloir être patient, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années, pour que ce niveau d'énergie se reconstitue. Ça, c'est la différence fatigue, grosse fatigue et burn-out. Ensuite, il y a la différence burn-out et dépression. La dépression, c'est la maladie de la tristesse. Vous n'avez envie de rien dans aucun domaine de votre vie. Le burn-out, c'est la maladie de l'énergie. Votre tête aurait bien envie de continuer comme avant, mais votre corps ne le permet plus. Alors on comprend aussi, on dit ok, dépression, il y a un médicament, l'antidépresseur. Ce n'est pas une expérience agréable, mais au moins vous avez un médicament qui va pouvoir vous encadrer le temps de remonter et de récupérer d'une dépression. Malheureusement pour le burn-out, il n'y a pas de pilule de l'énergie. Et donc il va falloir développer des techniques, trouver en soi-même ses propres ressources, reconstituer son énergie, apprendre à se reposer sérieusement. Et puis il va falloir changer des choses dans sa vie, parce que si on recommence comme avant, on va se réépuiser. Et ça, changer des choses dans sa vie, ça veut malheureusement dire qu'il va falloir passer par une psychothérapie, avec quelqu'un qui va vous aider à comprendre pourquoi vous vous êtes épuisé, vous, pas tout le monde s'épuise, et que faire pour ne plus vous épuiser. Voilà, c'est un travail qui est parfois plus difficile à aborder parce qu'on n'a pas choisi de faire du développement personnel, mais c'est le remède pour sortir d'un burn-out. Ça explique que ça peut parfois prendre quelques mois, quelques années, parce qu'on a des réticences à changer. On aime bien notre vie comme elle est, on a nos habitudes, ça fait un peu peur le changement, donc tout ça est un processus qu'il faut enclencher et qui n'est pas toujours simple. Jusque-là, ça va ? Alors la deuxième chose que j'aime bien clarifier en début de conférence, c'est est-ce que le burn-out est un phénomène de mode?
C'est un peu provoquant, évidemment. Vous imaginez bien que je ne pense pas que c'est un phénomène de mode, mais on l'entend quand même encore souvent. Est-ce que c'est les médias qui en parlent beaucoup? Ou est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose dans notre société qui fait que les gens arrivent au bout parfois de leurs propres ressources? Est-ce que je peux vous demander de lever la main si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a fait un burn-out? Vous connaissez? Voilà. Okay. Ça dit tout. J'aurais donné la même conférence il y a 3 ans, on aurait eu 10% des gens peut-être qui levaient la main. Aujourd'hui, vous avez quasiment tous levé la main. C'est pas par hasard. On a des chiffres qui démontrent qu'en effet, on arrive à un épuisement chez un certain pourcentage de la population. Alors Securex, qui est une société belge qui offre des services de ressources humaines, a fait une enquête en Belgique. En 2014, il y avait 1 travailleur sur 10 à risque accru de burn-out. Je ne veux pas encore dire qu'ils sont en burn-out, mais ils se sentent tout proches de pouvoir craquer tellement ils n'en peuvent plus. 1 sur 10 en 2014. Securex refait la même étude en 2017, c'est 1 personne sur 6 qui se sent à risque accru de burn-out. Donc on sent qu'il y a une pression chez les gens. Alors, le burn-out, ce n'est pas un virus ou une bactérie qu'on attrape par hasard dans le métro. Non, c'est une maladie liée au stress, et au stress moderne. En Amérique du Sud, on ne fait pas de burn-out, ils ne connaissent pas la maladie. En Afrique, on ne fait pas de burn-out. C'est quelque chose qui se passe dans les pays occidentaux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pour moi, il y a 3 choses qui ont changé récemment dans la société européenne, en tout cas. La première chose a commencé il y a une bonne vingtaine d'années, c'est l'arrivée dans nos vies professionnelles des ordinateurs, Internet et des emails. Okay. Ça a occasionné une accélération de notre mode de travail. Je pense que vous vous souvenez tous, pour ceux qui ont au moins 45 ans, il y en a quand même quelques-uns je pense. Moi je me souviens en tout cas il y a 20 ans, j'étais jeune avocate chez Allen & Overy, on nous demandait comme jeune avocat de bien boulotter, bien travailler, on faisait au moins 40 heures semaine. Je recevais par jour 3 lettres fax, et quand le facteur était passé à 11 h le matin, encore 2 lettres papier. Okay. Aujourd'hui, je suppose que vous avez tous plusieurs centaines d'emails par jour à traiter. Ça veut dire qu'on reçoit plus d'informations et qu'on la processe plus vite, les dossiers vont plus vite parce qu'on peut faire des échanges plus rapides grâce aux emails. Ça veut dire aussi qu'on est obligé de travailler plus vite parce qu'il y a plus de volume à traiter. Quelques centaines d'emails par jour, c'est plus de volume. Cette accélération, grâce et à cause des nouvelles technologies, elle n'est pas seulement dans notre environnement professionnel, elle est aussi dans notre vie privée. Pour ceux qui ont des enfants parmi vous, moi je me souviens, c'était il y a plus longtemps qu'il y a 20 ans. Vous avez une question, monsieur? Non, la question c'est tout à l'heure. D'accord. C'est pas grave. Il y a plus que 20 ans maintenant, mais il y a 30 ou 40 ans, quand j'étais petite fille, mes parents, des gens très raisonnables, me disaient qu'est-ce que tu veux faire comme activité en dehors de l'école? J'avais choisi la danse classique, 1 heure par semaine, le mercredi après-midi. Et voilà, c'était très bien. Moi, quand j'ai fait mon burn-out, mon fils aîné, qui avait 10 ans à l'époque, il avait 8 heures d'activité par semaine différentes. Et pourquoi? Mais tout simplement, on n'est pas des gens fous. Tout est venu petit à petit. À 6 ans, les scouts. En Belgique, on aime bien emmener ses enfants chez les scouts. À 7 ans, il y avait l'académie de musique. C'est 2 fois solfège, 1 fois l'instrument. À 9 ans, le petit Kate, il a dit « mais moi, je voudrais faire du foot ». Et on n'a pas dit « ok, mais alors on arrête la musique ». Non, on a dit « ah bah oui, le foot, ça, on comprend. 2 entraînements plus le match ». Et puis les parents de l'école, c'était des fonctionnaires européens d'ailleurs, mais dans une petite école ici à la Hulpe, disaient « ah mais on va faire un petit cours d'anglais, c'est important l'anglais ». Ah oui, c'est important pour l'avenir professionnel de nos enfants de 8, 9, 10 ans. Donc bam, anglais en plus. Mais donc c'est fou parce qu'après notre vie de travail avec nos centaines d'emails, il faut encore organiser tout ça, faire les taxis, il manque toujours des chaussures qui sont trop petits, on a oublié la flûte quelque part. Bref, on a une vie après le travail, qui est devenu aussi tout à fait incroyable, je trouve. Enfin, réfléchissez chacun pour vous-même et vos enfants, mais
Voilà. Et puis on a ces city trips, c'est génial, mais ça n'existait pas il y a 20 ans, les billets à 19 €. Ça n'existera bientôt plus non plus. Et c'est bien peut-être. Ça n'existait pas, booking.com, toutes ces voitures en ligne qu'on peut réserver. C'est super, mais c'est toutes des activités qu'on vient faire en plus du reste. D'accord? Donc, il y a cette accélération de nos vies en général. Je dirai dans un instant pourquoi c'est un problème. Parce que vous pourriez dire, bah oui, mais c'est chouette, c'est vrai que c'est chouette, on fait plein de choses, on aime bien, mais ça a ses limites. Je vais d'abord passer un peu en revue les autres choses qui ont changé. L'autre chose qui a changé fondamentalement dans notre société, qu'est-ce qui est arrivé il y a 10 ans dans nos vies à tous? Je ne vais même pas vous demander de me dire qui n'en a pas. Pas les GSM, les smartphones, exactement. Apple a fêté l'année dernière les 10 ans de son iPhone 1, donc à peu près 10 ans. Alors, les smartphones, c'est génial, hein, comme vous, j'en ai un, il est ici, je l'utilise, il est toujours près de moi, comme pour vous. Mais ça a deux conséquences, les smartphones. D'une part, qui a ses emails professionnels sur son smartphone? Ça va, c'est pas mal ça. Il y a des salles où c'est moitié-moitié. En Belgique, c'est moitié-moitié en général dans les conférences. Ici, c'est un petit peu moins. C'est très bien, parce que, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça c'est encore mieux. Quand on a son email professionnel sur le smartphone, on ne déconnecte plus jamais. Il n'y a plus de frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Il n'y a plus jamais un moment où on dit « Ah, je quitte le bureau et maintenant je passe à autre chose ». Donc pour ceux qui ont quand même les emails professionnels sur votre smartphone, prenez une bonne résolution, évitez de les regarder avant d'arriver au travail, évitez de les regarder après avoir quitté le travail, y compris le week-end. Sauf dossier ultra urgent. Et faites passer le message que s'il y a une urgence, on vous appelle. Mais vous ne regardez pas vos emails parce que c'est pas bon. Okay? Parce qu'on reste tout le temps avec le travail. Bon, les smartphones, pour tous les autres ici dans la salle, beaucoup de gens ont tendance à l'utiliser déjà avant d'arriver au travail, parfois même déjà avant d'avoir bu leur premier thé ou café, pendant que ça coule, ça chauffe, on regarde déjà un petit peu. Pendant la pause de midi, dans les transports en commun, le soir. Il n'y a rien à faire. Il y a 5 ans, je disais à mes enfants, c'est interdit d'avoir un deuxième écran, un écran à la fois. Aujourd'hui, je vois ces GSM, ces tablettes, ces smartphones qui traînent un peu partout, et quand il y a les pubs à la télé, on est déjà en train de regarder, etc. Alors, ça pose des problèmes. Et maintenant, je fais une petite parenthèse médicale. Pourquoi est-ce que l'accélération de la vie et les smartphones posent des problèmes au niveau de nos organismes d'êtres humains? Il faut savoir que le burn-out, c'est une maladie liée au stress, je l'ai dit. Il y a 200 maladies liées au stress. Aujourd'hui, on va parler d'éviter l'épuisement et d'éviter le burn-out, mais vous pourriez très bien faire un infarctus, un arrêt cardiaque, 10% de chance de survie, un AVC avec des conséquences peut-être physiques très lourdes, augmenter votre risque de cancer. Il y a beaucoup de maladies liées au stress. C'est quoi le stress? Le stress, c'est quand le corps dégage des hormones de stress. Alors, il y a 2 hormones de stress. Qui peut me dire lesquelles c'est? Cortisol. Et l'autre hormone de stress? Et l'adrénaline, exactement. Ces 2 hormones sont produites ici, dans les glandes surrénales, qui sont 2 petites glandes qui produisent nos hormones de stress. Les hormones de stress, avec le rythme de vie qu'on a, elles se mettent en route très très facilement, hein, parce qu'on est tellement dans l'action, on a tellement de deadlines et il faut avancer, etc., que ces hormones de stress, elles sont produites très vite dans le corps. Ce qui en soi n'est pas un problème, parce qu'on peut avoir du stress positif, on en a tous entendu parler, ok, mais à la condition que vos hormones de stress redescendent plusieurs fois par jour à un niveau neutre. Parce que si elles restent élevées dans le corps, alors vous allez développer les maladies liées au stress, notamment le burn-out. Je vais vous dire comment on peut reconnaître qu'on a trop de stress. C'est vraiment très important, c'est peut-être une des choses à retenir aujourd'hui, c'est ce mouvement de plusieurs fois par jour, je vais donner des petits outils pour y arriver, mais il faut ramener ces hormones de stress à neutre, il faut se calmer. L'autre chose que la médecine nous apprend, c'est le lien avec les smartphones, c'est que notre cerveau a besoin de temps éveillé, de repos. C'est-à-dire la nuit, évidemment, c'est essentiel pour bien se reposer et récupérer son énergie. Mais en plus, pendant la journée, le cerveau a besoin de petits moments
de vide, de blanc, où il ne se passe rien. Parce qu'alors, c'est le moment que le cerveau va utiliser pour donner la place à l'information qu'on a reçue. Et Dieu sait qu'on reçoit beaucoup d'informations avec ces centaines d'emails, toutes ces activités qu'on a. C'est aussi le moment où on va développer notre personnalité. Elle change, on n'est pas pareil à 20 ans qu'à 40 ans, qu'à 60 ans. Notre personnalité se forme en fonction de nos expériences, des informations qu'on a rencontrées, des gens qu'on a rencontrés. Tout ça se passe éveillé dans les petits moments de blanc. Donc vous me voyez venir, le problème des smartphones, c'est que ça nous a comblé tous ces petits moments de blanc. Regardez les gens dans les transports en commun. Moi, j'habite à La Hulpe, 40 minutes en train. Les gens sont tous 40 minutes sur leur GSM. Au feu rouge, regardez les gens. Beaucoup sont sur leur smartphone, à la caisse du supermarché, quand il faut attendre chez le boulanger. Tout le temps, on se donne de l'information supplémentaire, alors que le cerveau a besoin de moments de calme. Et pour les gens qui sont déjà en burn-out, si on fait un IRM, donc une sorte de scan, un IRM du cerveau, on se rend compte qu'il y a des dégâts dans le cerveau. Normalement, le cerveau est composé de neurones qui se parlent grâce à des fils qui s'appellent les synapses. Pour quelqu'un qui est en burn-out, les synapses sont cramées, les fils sont raccourcis. Et en plus, des neurones sont détruits dans les zones de la concentration et de la mémoire. C'est pour ça que des gens en burn-out ne sont pas capables de revenir au travail. D'abord, ils n'ont pas d'énergie, mais en plus, leur cerveau a des dommages qui vont récupérer, heureusement. C'est un organe qui récupère. Mais évidemment, quand on a 20 ans, on récupère plus vite que quand on a 60 ans. Donc, plus on fait un burn-out âgé, plus il faut respecter que le corps va avoir besoin de temps pour se reconstituer. Ok ? Donc, ça, c'est les deux choses que je voulais déjà dire d'un point de vue médical, hein, les hormones de stress et des moments de calme. Alors, je vais reprendre où j'en étais. Donc, j'étais en train de dire les 3 choses qui ont changé dans notre société. Première chose, l'accélération de la vie en général. Deuxième chose, seulement il y a 10 ans, l'arrivée des smartphones. Troisième chose qui a changé chez vous, comme partout autour de vous en Europe, c'est les effets de la crise bancaire de 2008. Je rappelle juste pour schématiser, la crise bancaire, ça a eu quoi comme influence en lien avec l'épuisement? Les banques n'ont plus d'argent, donc les États membres, les États ont financé les banques, et les entreprises ont eu peur de ne plus avoir de crédit des banques, et donc ont commencé à faire des économies. Donc en fait, tout le monde a fait des économies depuis 2008. Chez vous, comme pour les pouvoirs publics nationaux, comme pour les entreprises dans les différents États membres. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement le monde du travail était déjà en transformation depuis les années 70, la crise du pétrole, la mondialisation, ça a déjà changé le monde du travail. Mais depuis 2008, je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a une pression. Alors cette réduction de coûts qu'on a vue partout, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les administrations, elle s'est manifestée de 2 manières. D'une part, il y a eu une réduction en personnel. On recrute moins. En Belgique, par exemple, quand 3 fonctionnaires partent à la retraite, on ne remplace qu'une seule personne. Okay, donc c'est pas qu'on a moins de tâches, hein, au contraire, mais il y a moins de personnel. Réduction de coûts grâce au personnel, réduction de coûts grâce à l'amélioration des procédures. Soi-disant, parce que je vais voir des petits sourires sur la bureaucratie, etc. Mais on a essayé, notamment grâce aux nouvelles technologies, de mettre en place des nouvelles procédures qui allaient faciliter le flux du travail, l'accélérer, le rendre plus correct, avec moins de fautes. Mais ça veut dire qu'on est en permanence en train de s'adapter. Or, s'adapter, c'est fatigant. Moi, il y a des entreprises dans lesquelles on me dit, tous les 2 mois, on a un nouveau grand projet, une nouvelle grande idée, on doit aller à des formations, il y a des nouveaux logiciels, la manière de travailler, les services sont réorganisés. C'est fatigant de s'adapter. Donc c'est vraiment très important pour vos hiérarchies, mais faites remonter tous l'information. Il faut des moments de calme. On ne peut pas toujours être en train d'être dans le changement, parce que ça coûte beaucoup d'énergie. On a besoin de stabiliser. Qui travaille dans un open space ici? Pas mal, pas mal. Ça c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux
que la moyenne dans des entreprises ou les pouvoirs publics belges. C'est une grande chance de ne pas travailler dans un open space, parce que ceux qui ont, avec beaucoup d'enthousiasme, prôné les open space, parce que ça allait augmenter la créativité des gens et l'interconnexion, le côté social, les bonnes conversations professionnelles, d'abord, ça cachait surtout le fait que les open space coûtent moins cher, parce que vous avez moins de mètres carrés par travailleur. Ensuite, la tendance, c'est d'aller encore plus loin. Vous n'avez plus votre open space avec votre bureau. Non, vous avez le petit chariot à l'entrée de l'open space, premier arrivé, premier servi. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours 10% des gens qui sont soit en vacances, soit malades, soit en réunion à l'extérieur. Télétravail. Comment télétravail, exactement. Et donc vous pouvez réduire encore l'espace. Comment? C'est le hot desking qu'on veut privilégier ici aussi. Ah, voilà, bah, vous entendrez mon point de vue aujourd'hui. On ne veut pas. Déjà le open space, on l'a réduit, on a fait assez de remue-ménage pour pas que ça avance plus. Continuez bien à faire du remue-ménage. Parce que les entreprises qui l'ont fait commencent à faire marche arrière, recréer des espaces. Alors pourquoi? Parce que, en fait, les gens sont distraits tout le temps dans un open space. On sait que quand on est distrait de ce qu'on était en train de faire, c'est pas moi qui le dis, moi tout ce que je vous dis, je suis juriste, la seule chose que vous pouvez croire c'est que mes dossiers sont toujours bien, tout ce que je cite comme chiffres, comme les juristes, c'est clair, c'est net, c'est prouvable. Il faut 25 minutes pour se reconcentrer. D'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes, les neuroscientifiques. Mais même si c'est que 15, vous imaginez le nombre de fois que dans un open space vous êtes interrompu, il y a un bruit incroyable. Donc les gens ont tendance à se refermer sur eux-mêmes en fait pour rester dans leur bulle, et parce que c'est fatigant ce bruit tout le temps. Donc les open space, tant mieux qu'il n'y en ait pas de trop, mais ce n'est pas une tendance qui est utile. Et quand c'est les petits chariots où on arrive et on s'assied là où on veut, eh ben on ne connaît plus très bien ses collègues autour, on n'a plus la petite photo de ses enfants ou la petite plante verte, non, c'est dépersonnifié. Et alors on se demande un peu pourquoi on vient travailler, si c'est dépersonnifié, parce que c'est plus soi-même qui est quelqu'un d'exceptionnel au travail, mais on est remplaçable puisqu'on arrive avec notre chariot, enfin, c'est presque Kafka dans la métamorphose, comme ça, le procès, je ne sais plus lequel, enfin, dans ces usines horribles. Parce que c'est encore une autre définition du burn-out. J'ai dit que c'était un épuisement, c'était la maladie de l'énergie. C'est aussi ce qu'on considère comme la maladie, enfin que je considère comme la maladie du trop et du pas juste. C'est-à-dire que souvent, pour qu'il y ait burn-out, il faut qu'il y en ait eu trop en quantité et que quelque chose ne soit pas juste. Ça peut être une perte de sens, une perte de reconnaissance, ça peut être un collègue difficile qui arrive dans votre unité et ça pompe de l'énergie. Vous étiez déjà limite tellement vous en faites et ce collègue-là en plus, c'est pas supportable. Ou un nouveau chef qui est plus harceleur, ou qui reconnaît surtout ce qui n'a pas été fait, qui valorise moins toute la grande quantité de travail qui a été bien fait. Donc, ça, c'est l'aspect pas juste. Et c'est ça qui donne le mélange l'engrenage du burn-out. Donc ce qui est vraiment très important sur vos lieux de travail, parce qu'on n'est pas ici seulement pour gagner de l'argent à la fin du mois sur notre compte en banque, on passe quand même beaucoup d'heures par jour. C'est important de garder des liens d'amitié ou des liens sociaux avec les collègues forts. Et tant pis si on a encore 30 emails de retard, faites des pauses, demandez à vos collègues comment ils vont, parlez de vous-même, parce qu'on est là, parce qu'on est des êtres humains et qu'on a envie d'avoir des relations sociales agréables. Ça donne de l'énergie. Donc pas chacun dans son coin avec toute cette horreur de transformation tout le temps. On me dit parfois qu'il y a beaucoup de bureaucratie. C'est pas agréable, mais on peut compenser ça peut-être par d'autres moments plus agréables. On me disait par exemple, une fonctionnaire européenne qui était à une conférence la semaine dernière au Théâtre de Poche, elle me disait, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, qu'avant on allait à la cafétéria et puis il y a quelques années il faut badger avant la cafétéria et rebadger après la cafétéria dans certains bâtiments. Il disait, bah, du coup les gens, ils n'ont pas envie de badger, pourtant ils parlaient autour de leur café, même des dossiers, etc.
et ils vont plus à la cafétéria. Et ils ont perdu beaucoup de liens social juste parce qu'on a introduit cette modification de badger avant la cafétéria. S'il y avait des abus, parce qu'il y avait des gens tout le temps à la cafétéria, il suffisait d'adresser les quelques cas d'abus, c'était pas la peine de supprimer l'attrait de la cafétéria, parce que ça, ce sont des choses qui sont très très positives. Ok. Donc, les trois choses qui ont changé, il faut le savoir, c'est l'accélération, les smartphones et le monde du travail a été réorganisé et fort mis sous pression. Ça, c'est l'état des lieux. Donc, je vais encore vous parler de deux aspects. Un, c'est comment reconnaître les signes de burn-out, puisque ce n'est pas un virus ou une bactérie qu'on attrape dans le métro, c'est une maladie liée au stress, elle s'installe dans le temps, ça prend plusieurs mois, plusieurs années à se développer, un épuisement. Donc, je vais vous apprendre à reconnaître les signes. Et puis, je voudrais passer un petit moment avec des trucs concrets pour comprendre ce qui donne de l'énergie à un être humain et ce qui coûte de l'énergie, globalement. Alors, quand vos hormones de stress restent trop longtemps à un niveau élevé, votre corps va montrer des signes de mal-être. Les choses ne vont pas. Les premières choses, il y a 200 signes aussi, mais je vais les résumer en 3 catégories, de telle sorte que vous puissiez, à n'importe quel moment, aujourd'hui, dans 3 ans, dans 5 ans, les reconnaître pour vous, pour vos collègues, pour vos partenaires à la maison, vos amis. Il y a 3 signes. Première chose qui arrive, ce sont les douleurs physiques. Les gens qui sont trop stressés commencent à attraper régulièrement des maux de tête, mal à la nuque, aux épaules, aux bras, au dos, problèmes de digestion, d'estomac, d'intestin, tout ce qui est allergie alimentaire, eczéma, psoriasis, tout ça, si ça s'installe, on peut avoir une fois mal au ventre, on peut avoir une fois mal à la tête, mais tout ça, si ça s'installe, si ça reste quelques semaines et qu'il n'y a pas de cause connue, suspectez bien que ce soit un problème de stress. Pour ma part, ça a commencé 18 mois avant mon burn-out, donc 18 mois, hein, j'avais le temps de voir venir. J'ai commencé à attraper mal au bras, sans raison. Je suis allée chez l'ostéopathe, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas passé. Je me suis dit, bah, tant pis, c'est comme ça, hein. J'ai mal au bras, ça ne m'empêchait pas de vivre non plus. Okay. Deuxième chose qui arrive, quand on continue à avoir son barrage sous pression, c'est les problèmes de sommeil. On n'arrive pas à s'endormir, parce que la tête est encore trop, on a trop de choses auxquelles on pense, on a trop d'adrénaline dans le corps, ou on s'endort comme une pierre parce qu'on n'en peut plus de sa journée, et on se réveille vers 3-4 heures du matin, et bum, on ne sait pas pourquoi, mais le cerveau, il a l'air super réveillé. Nous, on est fatigué, mais le cerveau, lui, il est en pleine forme. Okay, ça, c'est souvent, presque toujours, des problèmes liés au stress. Pour ma part, ça a commencé 1 an avant mon burn-out. Alors, ce n'était pas toutes les nuits, non, 4-5 fois par semaine. Et je ne me suis jamais arrêtée en me disant, c'est pas normal que je me réveille comme ça. Je me suis dit, ça va passer. Puis c'est pas passé, puis je ne me suis plus rien dit du tout. En fait, c'était comme ça. Voilà, je faisais avec. Donc ça, c'est vraiment un signe très très embêtant que quelque chose ne va pas quand on ne dort pas. Et je vais en profiter. Quelqu'un a lu mon livre ici? Pas encore. Quelqu'un, vous connaissez la théorie des petites cuillères? Ouais, okay. Eh ben, tout le monde va connaître la théorie des petites cuillères dans un instant. Pour moi, c'est la base pour comprendre comment fonctionne l'énergie. Imaginez que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, a le matin en se réveillant 50 petites cuillères d'énergie à sa disposition pour réaliser son programme. Tout ce que vous allez faire va coûter 1, 2, 3 petites cuillères. Vous les dépensez au fur et à mesure de la journée. Le soir, c'est normal, vous n'en avez plus. Vous êtes fatigué, vous allez vous coucher. Le lendemain matin, vous vous réveillez 50 petites cuillères. Vous pensez bien que si ça fait 6 mois que vous ne dormez pas très très bien, j'en profite aussi pour vous dire que 95%, 95% des gens ont besoin de 8 heures de sommeil par jour. Donc presque tout le monde a besoin de 8 heures de sommeil par jour. Si vous avez moins, vous puisez un petit peu dans vos réserves. Réfléchissez, depuis quand vous n'avez pas 8 heures de sommeil par jour? Mais ceux qui sont très stressés et qui ont, oui, en général, oui, mais le sommeil, c'est la base de toute l'énergie vitale. C'est le sommeil. Donc quand on en manque, on a réduit sa base d'énergie vitale tous les jours. Mais si vous dormez vraiment mal parce que vous avez déjà un barrage sous pression, qu'il vous manque 2 heures de sommeil par jour à cause de ces insomnies ou de problèmes d'endormissement, ça marche 3 jours, 1 semaine. Après 2 mois, vous n'avez plus 50 petites
cuillères en vous réveillant le matin, vous avez 40 petites cuillères le matin. Et qui adapte son agenda de la journée parce qu'il n'a pas assez dormi? Mais non, vous avez un travail, vous avez vos centaines d'emails, les enfants à gérer après, vos activités, vos city trips. Ouais, ça a l'air sympa les city trips, mais moi, cette année, je ne vais pas en faire parce que je n'ai pas envie d'épuiser mon énergie dans quelque chose qui a l'air sympa, mais qui en fait est super fatigant. Les vacances, c'est bien. Les city trips en plus des vacances, c'est personnel. Chacun choisit où il dépense son énergie et où il la gagne. Si vous n'avez 40 petites cuillères, c'est un vrai problème. Vous comprenez que vous allez puiser de plus en plus dans votre, j'appelle ça un fût d'énergie. En Orient, on dit qu'on est tous nés avec un fût d'énergie. Donc si vous puisez dedans sans vous reposer de manière qualitative, ben vous allez être de moins en forme jusqu'au moment où votre barrage va lâcher. Et alors c'est catastrophique parce que c'est comme si votre fût d'énergie, déjà vous l'aviez entamé à moitié, il va se renverser en une fois et vous allez perdre encore beaucoup d'énergie supplémentaire quand le barrage lâche. Pour vous donner un exemple, au début de mon burn-out, alors que la veille je fonctionnais avec mes 40 petites cuillères, en utilisant sans doute 50, mais je me suis réveillée du jour au lendemain avec 3 petites cuillères. Les 3 premiers mois, et alors vous ne pouvez rien faire, c'est juste vous doucher, vous habiller avant 16 h, avant que les enfants ne rentrent de l'école, et manger à table le soir en famille. Ne me demandez pas de me lever le matin pour les enfants, ou de faire les devoirs avec eux, ou de faire le repas, ou d'aller faire des courses, puisque je suis à la maison. Je n'ai pas de petite cuillère. Il faut comprendre aussi, si vous avez des collègues en burn-out ou des amis qui passent par cette épreuve, dites-vous bien, rappelez-vous toujours que leur tête ne rêve que d'une seule chose, c'est de pouvoir redémarrer. Parce qu'on a honte de ne pas être capable de se lever. On a honte de se traîner. On se sent coupable de ne pas faire son travail au bureau, et les collègues vont devoir le faire, mais aussi coupable de ne pas faire son travail à la maison. On est frustré de ne pas réussir à rebondir. On aimerait tellement être comme les autres et avoir toutes ces activités. Donc ne soyez pas trop dur avec des gens en burn-out, ça ne sert à rien de leur dire « allez, bouge-toi » ou « maintenant c'est bon, ça fait 2 mois que tu te reposes, c'est plus possible d'être fatigué ». Si, c'est possible d'être fatigué après 2 mois, je peux vous le garantir, je suis passée par là. Ils font comme ils peuvent avec les petites cuillères qu'ils peuvent. Aussi, sur le même thème, une définition qui a été donnée du burn-out par le psychiatre qui a créé qui lui a donné son nom, Freudenberger, un Américain dans les années 70. Il a dit c'est une maladie par laquelle la façade est intacte, c'est l'intérieur qui est cramé, qui est brûlé. C'est normal que vous ne voyez pas quand des gens sont en burn-out. Les médecins le voient. Je peux vous garantir que moi, il ne faut pas 2 minutes pour reconnaître quelqu'un en burn-out. Une demi-phrase, 2 phrases, le son de la voix, les yeux un petit peu humides. On a vite compris qu'ils sont très très fragiles. Mais ça ne se voit pas nécessairement de manière aussi franche. Donc il faut respecter que ce sont les médecins qui décident si quelqu'un est en burn-out et doit rester en arrêt maladie. Ce n'est pas à nous de nous faire notre opinion. On ne le fait pas pour d'autres maladies comme le cancer ou la dépression. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas juger trop durement les gens en burn-out parce qu'ils font comme ils peuvent aussi. Sur cette touche émotionnelle, il faut que je retrouve mes esprits. Je vais boire une gorgée d'eau. C'était le 3e point. Merci. Donc, il y en a qui suivent, c'est bien. J'espère que tout le monde suit. Personne n'a l'air de s'endormir malgré l'heure et le sandwich qu'on digère. Donc, je disais, les premières choses, on va voir si tout le monde est bien réveillé. Les premiers symptômes physiques, quand on a trop de stress trop longtemps, c'est quoi? C'est toutes les douleurs physiques. Deuxième, sommeil. Troisième chose qui va se passer quand vous restez sous pression, ça va être tout ce qui est changement d'humeur. Ce sont des collègues qui étaient joyeux, sociables et qui deviennent plus renfermés, qui ne viennent plus à la cafétéria ou à la cuisine pour chercher une boisson, qui parlent moins, ils gardent leur porte fermée pour travailler, ces gens qui s'isolent. C'est des gens qui se mettent en colère, pour rien, en réunion, quelqu'un qui explose, qu'est-ce qui lui prend? C'est des gens qui sont à bout, irritables, cyniques, ce sont des gens qui pleurent, qui peuvent pleurer plus vite. C'est tout ce qui est changement d'humeur, changement d'émotion, on n'est plus soi-même. Et ça va jusqu'à la perte de confiance complète en soi. J'ai croisé des gens formidables qui avaient fait des carrières remarquables avec des promotions tous les 2-3 ans. Aucun doute que ces gens étaient très capables et qui pensaient être
être devenus des imposteurs. Je fais mal mon travail, on va s'en rendre compte et on va me mettre sur une voie de garage, on va me licencier dans le privé. Parce qu'ils ont tout perdu leur confiance en eux, tout s'est effondré. Voilà, donc ça c'est les 3 signes. Réfléchissez chacun pour vous-même, mais les douleurs physiques c'est déjà une étape. Je ne l'ai pas dit, mais le changement d'humeur pour moi c'était 3 semaines avant mon burn-out seulement. Donc il y a vraiment une gradation, douleur physique 1 an et demi, sommeil 1 an, changement d'humeur, on est déjà très loin. C'est là où on fait des fautes dans son travail, on oublie des choses qu'on n'aurait pas oubliées avant, ou des fautes qu'on n'aurait pas faites, mais voilà. C'est des gens qui en ont, voilà, ça ne va plus, leur cerveau commence à être endommagé, leur énergie commence à être grignotée. Alors, et je vais terminer là-dessus, quels sont je vais quand même prendre 10 minutes pour ça. Puisque le burn-out est la maladie de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre l'énergie qu'on gagne et l'énergie qu'on dépense. On a un peu tendance à faire avec nos corps ce que le monde fait actuellement avec la planète et la Terre, c'est de penser que c'est une ressource infinie. Malgré tous les signaux d'alarme qu'il y a le réchauffement climatique, on a déjà les premières conséquences, on a beaucoup de mal à se ressaisir et à changer des choses, parce que ça ne paraît pas si concret. C'est un peu la même chose avec le burn-out. On épuise notre corps, il y a bien tous ces signaux annonciateurs, mais on les balaye, parce que ça n'a pas l'air si concret. Attention, quand la pression est forte, je vous dis, c'est instantané de tomber dans le burn-out. Donc n'allez jamais, s'il vous plaît, jusqu'à ce moment où le corps lâche complètement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut comprendre, d'abord je vais parler, il y a 4 sources d'énergie. On peut commencer peut-être, qui peut me dire la première source d'énergie du corps? Je l'ai déjà dit. Sommeil, nourriture, Le dialogue, respiration, les blancs, le lien social, le sport. Ok, on a dit beaucoup de choses très justes. Donc la base de tout, c'est le sommeil. C'est ça qui va nous donner la plus grande quantité d'énergie par jour. C'est notre temps de sommeil. S'il n'est pas de qualité, venez me voir après, j'ai un super livre, une médecin belge qui vient de... enfin, je peux le dire maintenant, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, l'auteur du livre s'appelle le docteur Dominique Méan, M-E-A-N, et elle vient de publier un livre qui s'appelle « Redevenez l'acteur de votre sommeil ». C'est top, c'est sans médicaments, elle explique beaucoup de choses très utiles, on est tous différents, on a des sommeils différents, des besoins différents sur l'heure à laquelle on va se coucher, c'est très très important, parce qu'on a chacun un biorhythme. Tout ça, elle explique très bien dans son livre, c'est la priorité numéro 1 pour ceux qui ne dorment pas bien d'ici Noël, s'il vous plaît, allez voir votre pharmacien, votre magasin bio, votre médecin. Beaucoup de gens peuvent vous aider, de préférence sans somnifères, mais il y a beaucoup d'autres techniques, des plantes, la relaxation, qui peuvent vraiment vous aider, c'est la base. Deuxième base, c'est tout ce qu'on donne à manger et à boire à notre corps. Il ne faut pas l'oublier, on n'est pas des machines, tout ce qu'on met dans notre bouche va donner de l'énergie au corps, ou pas tellement d'énergie. Il y a de la bonne alimentation et de la mauvaise. Je rappelle juste les bases, parce que je ne suis pas nutritionniste, puis on n'a pas le temps et vous avez eu des séminaires sur la nutrition. La base, c'est... allez, je vais oser poser la question. Qui ne prend pas de petit déjeuner ici? Okay. Super, top. Enfin, pas top pour les 5-6 qui ne prennent pas de petit déjeuner. J'ai fait le même test la semaine dernière. La moitié de la salle, allez, 40% ne petit déjeuner pas. Le repas le plus important de la journée est le petit déjeuner. Imaginez que vous n'en preniez pas, vous allez boire peut-être du café ou du thé noir. Donc vous allez dépenser beaucoup de petites cuillères jusqu'au repas de midi et vous n'aurez encore rien donné en termes énergétiques à votre corps. D'accord? Le petit déjeuner de préférence salé et protéiné. Il y a des pays en Asie, on mange du poisson, du riz, en Russie on mange chaud, en Amérique du Sud on mange chaud, il n'y a que chez nous qu'on mange des cornflakes sucrés. Bon. Donc essayez de manger des œufs, pour ceux qui ne sont pas végétariens, du jambon, voilà, toutes des choses, enfin il y a plein de choses délicieuses pour le petit déjeuner. Je ne vais pas faire beaucoup de choses sur l'alimentation, mais on sait que les gens qui vont jusqu'au burn-out, dans leur phase d'épuisement, ils vont compenser leur stress par quelque chose.
il y a beaucoup de dépendances qui se mettent en place. La dépendance au sucre. La dépendance au sucre est très importante. Je suis plutôt salé. Hein. Le sucre, Ah, mais c'est vous vraiment- disiez que vous mangez beaucoup de sucre tout à l'heure. Non, je dis, parfois on fait des excès et on profite du sucre. Mais je suis très salé. Allez, ça va. Donc, le sucre raffiné, c'est notre pire ennemi. On l'a entendu, mais il faut aussi l'appliquer. Donc, quand on est fatigué, allez plutôt vous mettre 10 minutes dans le fauteuil, si vous avez des bureaux portes fermées avec un post-it, ne pas déranger 10 minutes. Plutôt que d'aller chercher une gaufre ou une barre de chocolat à la machine ou à la cafétéria. Donc, évitez le sucre. Évitez les sodas, ça c'est les pires mauvais amis. Le coca, le Fanta, les trucs, enfin, c'est souvent le coca et les coca light, etc. C'est juste atroce pour le corps, on sait ce que ça fait, hein. Vous le savez tous, ça fait le même geste. Ça fait pic de sucre suivi de hypoglycémie, envie de sucre, et hop, on... Eh ben, je l'ai pas touché. Et vous non plus, vous ne l'avez pas touché. Donc tout ce qui est soft, ça c'est peut-être une deuxième bonne résolution facile pour ceux qui en prennent encore. En 5 jours de je tiens le coup, prenez-vous du citron frais, de l'eau pétillante, c'est top, c'est sympa comme boisson et vous arrêtez ce sucre. Et puis l'alcool. On a tendance, quand on est fatigué le soir, j'espère que le soir et pas à midi, de se détendre très rapidement avec ce faux ami qu'est l'alcool, mais qui est très fatigant pour l'organisme. Donc un verre, pas de problème, mais pas une demi-bouteille ou une bouteille tous les jours, c'est épuisant pour l'organisme. Okay. Voilà, pour l'alimentation, boisson, mais pensez que ce que vous mettez dans votre organisme, c'est ça qui va donner de l'énergie ou pas. Voilà. Troisième chose, c'est bouger. Donc les gens ne bougent plus, on sait que c'est un des problèmes. Donc vous avez beaucoup d'hormones de stress parce que vous courez beaucoup, et puis ils restent dans votre corps, et vous les éliminez difficilement. Donc pour tous ceux qui peuvent faire au moins 10 minutes, un quart d'heure de marche le matin, et 10 minutes, un quart d'heure en quittant le bureau, sans être sur son smartphone. Descendez une station de métro plus tôt, ou garez votre voiture plus loin que chez vous, enfin chacun pour lui-même, mais si vous ne bougez plus, il faut au moins faire ça pour activer le métabolisme. Et puis la quatrième source la plus importante, la quatrième source très importante d'énergie, c'est le plaisir. Les gens qui font des burn-out, ils ont tellement bien servi leur patron, leurs collègues, leurs partenaires, leurs enfants, peut-être vos parents, bon, ils sont peut-être un peu loin, si vous êtes fonctionnaire, ils ne vous demandent pas de venir manger tous les midis, tous les dimanches midi, c'est la tradition en Belgique, chez eux à la maison. Mais une fois qu'on a servi tout le monde, on n'a plus de temps pour se servir soi-même de manière qualitative. Donc les gens en burn-out, quand ils arrivent chez le psychothérapeute qui leur demande, ben alors on va faire des petits exercices, cette semaine vous allez vous faire plaisir, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez choisir? Ben, les gens ne savent plus ce qui leur fait plaisir. Moi, j'ai découvert, par exemple, que alors que j'adorais lire des bandes dessinées, j'en avais plus lu depuis 15 ans. Depuis la naissance de mes enfants, j'avais plus... Bon. Moi, maintenant, je relis des BD. J'aimais beaucoup écouter la musique, mais à part dans la voiture, vite, entre deux rendez-vous, j'avais plus tellement le temps, je prenais plus le temps. Maintenant, je réécoute de la musique juste dans mon lit, le matin, le week-end, 1 heure dans mon lit à écouter de la musique. Je me fais plaisir. Chacun pour vous-même, demandez-vous si vous vous faites suffisamment plaisir. C'est important de se faire vraiment beaucoup plaisir. Ça peut être des choses très simples. Hein. Ça peut être marcher tout seul, ou avec une copine ou un ami, un petit restaurant avec une copine ou un ami. Choisissez ce que vous aimez, mais réfléchissez. Si vous n'êtes pas trop dans le « je dois faire et j'ai encore ça sur ma to-do list et encore ça », laissez la to-do list de côté, hein, elle ne va pas mourir, et reprenez de l'espace pour vous. Et puis je vais clôturer sur des petites choses qui coûtent de l'énergie. C'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit tout au début. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'on en fait beaucoup plus qu'avant, l'accélération de la vie. Hein. Et bien donc la réponse à ça, le remède à ça, pour économiser des petites cuillères, c'est d'utiliser moins de petites cuillères, c'est d'en faire moins. Dites-vous bien que nos parents, il y a 30 ans, ils avaient aussi 50 petites cuillères. Et nous, on peut quand même s'interroger si avec nos 50 petites cuillères, on n'en utilise pas plutôt 60 tous les jours. Ce qui est aussi un problème. Vous êtes en forme, mais à un moment, vous utilisez tellement de petites cuillères que vous puisez aussi dans vos réserves. Même si vous allez vous coucher à une bonne heure, même si votre hygiène de vie est correcte, faites attention, en faire trop coûte
trop de petites cuillères que l'organisme n'est pas capable, sans limite, de produire. C'est une ressource limitée, notre énergie. Donc ralentir, si vous êtes fatigué, vous barrez dans votre agenda jusque je sais pas moi, jusque fin novembre, tous les samedis et les dimanches après-midi, vous prenez 3 heures pour vous, pour faire rien. Vous restez dans votre chambre, vous prenez un bain, vous faites la sieste, mais pas de rangement, pas de course, pas d'expo, faire rien, garder ces petites cuillères. Donc ralentir, okay, dans la vie privée, mais ralentir aussi dans la vie professionnelle. Il y a moyen de regarder ces emails que 2 ou 3 fois par jour. Si vous avez l'impression de tout le temps courir au travail, c'est une bête petite phrase, mais moi elle me parle beaucoup. C'est une neuropsychologue qui dit ça dans ses conférences. Si votre objectif est de faire un grand dossier, si votre objectif est de chasser un éléphant, ne commencez pas votre journée en courant derrière des lapins. Si vous avez des grandes tâches, des dossiers que vous trouvez importants, dont vous tireriez beaucoup de satisfaction de les avoir réalisés, ne commencez pas à répondre à vos emails en arrivant le matin au bureau. Laissez vos emails fermés. Commencez par vos tâches. Le matin, on est en forme, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de petites cuillères, beaucoup de concentration. Faites vos grandes choses le matin, et puis vos petites choses après, quand vous êtes moins concentré, vous êtes déjà content. Ralentir, ça peut être aussi prendre toutes les heures un petit moment où on s'arrête. Au début, il faut mettre une alarme, après ça devient un réflexe. Arrêtez-vous toutes les heures dans ce que vous êtes en train de faire, sauf si vous êtes au milieu d'une réunion. Et vous allez respirer 2 minutes et arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Je voudrais juste faire l'exercice avec vous de ce que ça veut dire respirer profondément. Parce qu'on sait que les gens aujourd'hui respirent ici. Donc, ils ne s'oxygènent pas et le stress, il reste là. C'est ici qu'on se sent stressé. Donc respirer, ça veut dire respirer dans tout l'organisme, dans tout le monde. On va le faire si vous voulez bien. 3 inspirations et expirations lentes ensemble pour voir ce que ça fait. Et ça, vous pouvez faire toutes les heures. On va commencer, si vous voulez bien, par expirer. Ok, alors ça, on a fait 30 secondes environ. Faites ça 2 minutes par heure. Je vous garantis que vous êtes plus calme. Donc, vos hormones de stress, en faisant seulement ça, vous les avez ramenées à neutre. Quand vous allez reprendre votre travail, vous serez plus concentré, plus créatif, plus productif, juste avec cette petite pause-là. Si vous n'aimez pas ça, décidez toutes les 2 heures d'aller aux toilettes ou d'aller chercher une boisson avec un collègue, de papoter sans votre smartphone, hein, pas vite encore regarder Facebook. Donc ça, c'est pour ralentir. Alors, les smartphones, il faut faire des heures blanches, c'est-à-dire des heures sans écran et sans smartphone. Le matin, pendant la pause de midi, vous n'avez pas besoin d'être sur votre smartphone. Et alors, le week-end, faites des grandes plages. C'est tellement bon de mettre son smartphone dans un tiroir. Éventuellement, vous reprenez un bon vieux GSM comme monsieur et vous gardez juste ça pour être joignable par téléphone, mais le smartphone, vous n'êtes pas tenté par les news et Facebook, etc. Okay. Et la dernière chose, et je conclue là-dessus, c'est, puisque le monde du travail a tellement changé, eh ben, réapproprions-nous notre lieu de travail et essayons de le rendre aussi sympathique qu'on le souhaiterait, par des petites actions, par des petits gestes. On ne peut pas toujours, je l'entends bien, influencer tout, mais l'ambiance de travail avec 2-3 collègues, ça peut compenser des choses qui ne sont pas exactement comme vous les souhaiteriez. Ça peut vraiment, vraiment aider. Voilà, j'espère que vous avez reçu des informations que vous trouvez utiles pour comprendre les mécanismes de l'épuisement. Peut-être que vous pourriez prendre, si vous m'accordez une petite minute, chacun une petite minute pour noter 3 choses que vous avez trouvées pour vous-même intéressantes à mettre peut-être en œuvre. Ça peut être le sommeil, ou quelque chose dans l'alimentation, quelque chose dans bouger, marcher 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Ça peut être dans les siestes du week-end. On peut faire des siestes au bureau aussi, c'est pas du tout interdit. Chez Google, on a des salles de sieste, on a le droit. Vous prenez chacun une petite minute
Et puis après, on prend vos questions-réponses, mais juste pour que vous gardiez pour vous-même des choses très très concrètes de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Oui. Non, parce que tous ces gens travaillent. Oui, mais il y a des questions. Ok. Bon, on va d'abord vous remercier. Je vois déjà qu'il y a des gens qui partent, mais il faut déjà vous remercier pour cette excellente présentation. Et maintenant, on passe à notre phase questions-réponses, comme toujours dans nos conférences. Une présentation très académique par le conférencier ou la conférencière, et puis maintenant 30 minutes à peu près de questions-réponses. On commence par un côté, par ici, oui, madame. Ici, il y a d'abord. Oui. Et puis après. Allez-y. Le micro, s'il vous plaît. Joël, j'étais venue aussi, bonjour, parce que je suis dans le questionnement dans le burn-out et l'Alzheimer, étant donné que maintenant les jeunes ont ça aussi de plus en plus, et que je vais voir quelqu'un justement pour vérifier si le burn-out et l'Alzheimer a une relation. Parce que, bon, désolé, mon frère vient d'avoir l'Alzheimer, il a 54 ans. Et je dois aller voir quelqu'un qui va vérifier si c'était un burn-out profond et pas un Alzheimer. Voilà. Alors. D'abord, je ne suis pas médecin du tout, donc je ne vais certainement pas me prononcer sur le fond de la question. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand on est très stressé, on a une chute de l'immunité. J'ai dit que le burn-out est une des maladies qu'on peut avoir en raison du stress. On peut avoir beaucoup d'autres maladies, ça augmente le risque de cancer, c'est marqué dans toutes les publications, ça paraît juste fou, moi voilà, il m'a fallu m'habituer à l'idée que ce soit le cas, mais on peut avoir un tas de maladies, on dit qu'il y a 200 maladies liées au stress, donc pour Alzheimer je n'ai rien entendu de spécifique, mais en tout cas l'immunité chute et d'autres maladies pourraient très bien se développer. On peut avoir aussi d'ailleurs un burn-out plus une dépression, ça je ne l'avais pas dit, mais on peut avoir un burn-out et puis d'autres maladies aussi qui se développent en fonction du corps qui est épuisé. Donc oui, ça peut, en tout cas beaucoup de maladies peuvent arriver à cause du stress. Madame? Nathalie, merci beaucoup. J'avais une question, est-ce qu'il y a des tranches d'âge sur une carrière qui sont plus vulnérables que d'autres? Alors, il y a certainement la tranche d'âge 35-45 ans qui est la plus affectée en termes de nombre de cas de burn-out. Ensuite, c'est pyramidal, c'est-à-dire que ça descend jusqu'aux enfants et ça descend de l'autre côté jusqu'aux personnes pensionnées. Mais bon, c'est une maladie liée au stress, je l'ai dit aussi. Vous allez me dire, mais les enfants, est-ce qu'ils ont du stress? Oui, parfois. Avec les vies qu'ils mènent, ils sont à la garderie de tôt le matin, et puis après, ils ont encore judo, danse, machin. Et pour les pensionnés, il y en a qui travaillent, enfin, ils travaillent parce qu'ils sont pensionnés, mais ils peuvent être bénévoles, et puis ils s'occupent de leurs petits-enfants, et puis ils font beaucoup de voyages, etc. Et puis, ne l'oubliez pas, le burn-out, c'est la maladie du trop et du pas juste. Parce qu'il y a des gens qui vont en faire beaucoup, et ils vont conserver leur énergie, parce que tout ce qu'ils font leur donne de l'énergie, leur donne des petites cuillères. Donc il y a toujours un facteur de quelque chose qui ne va pas. Et ça peut arriver chez des étudiants, dans le choix des études, la pression qu'on se met, la pression familiale. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas juste pour l'individu et qu'il va falloir corriger. Mais voilà, ça répond à votre question sur les tranches d'âge? Oui. Chiara, merci beaucoup. Vous donnez de l'énergie d'ailleurs avec votre discours. Cela en a besoin de plus. Mais c'était très intéressant sur ce que vous disiez par rapport à ce que je traduis en reconnaissance. Donc quand on est au travail, quand on est en famille, est-ce qu'à votre avis le fait d'être très stressé, d'avoir beaucoup de to-do list, de faire beaucoup de choses, mais d'avoir derrière une reconnaissance en termes de dossiers qui avancent, de reconnaissance de la hiérarchie, de la famille qui avance bien, équilibre cette ressource en énergie? Et deuxième chose par rapport au city trip, que j'aime aussi beaucoup, mais qui prennent beaucoup de temps, effectivement, comment gérer le fait de partir peut-être une petite semaine 2 fois ou 3 fois par an,
peut-être en plus des vacances, mais de revenir surchargé du fait de n'avoir pas lu les mails, du fait d'avoir été arrêté dans les dossiers qui demandent d'avoir tout l'historique qui s'est passé, donc du coup de lire sa vie. Alors, pour répondre à la première question, on en fait beaucoup, mais on a beaucoup de reconnaissance. Est-ce que c'est OK alors? Imaginez-vous que c'est un train, si vous en faites beaucoup, c'est un train lancé à très vive allure. Donc vous avez de la reconnaissance, ça va fonctionner. Le problème, c'est que dans la vie, il y a des événements qu'on ne gère pas. Vous pouvez peut-être garder votre reconnaissance parce que vous avez de la chance et que rien n'est touché à ce niveau-là, mais vous pourriez très bien avoir, par exemple, un frère qui développe Alzheimer. Et dans cette charge, dans ce train à vive allure, gérer ça devient très très compliqué parce que c'est en plus. Donc on peut toujours faire en plus jusqu'au moment où on ne peut plus faire en plus. Donc ça peut être ça, mais ça peut être un parent malade, un enfant qui rentre dans l'adolescence, un deuil autour de vous, quelqu'un qui décède, et ça prend beaucoup d'énergie de faire le deuil. Or aujourd'hui, on voudrait être toujours de bonne humeur, tout doit aller bien tout de suite, et donc on continue à faire au même rythme, alors qu'en fait on devrait parfois, plus souvent, réajuster nos modes de vie et adapter. Toute la vie, il arrive des choses, on doit adapter. Mais quand on est dans l'action tout le temps, c'est ce qui m'est arrivé, moi je n'ai pas adapté. En fait, il y avait des choses que je sentais, moi je vous avais dit, créer ma propre entreprise 2 ans plus tôt. En fait, ça ne me convenait pas, moi, le type de dossier que je faisais dans l'entreprise avec mon mari, j'aimais pas. Mais il y avait tellement à faire que là non plus, je ne me suis pas arrêtée pour me dire, mais en fait, j'aime pas tellement. J'ai oublié de réajuster. Mes enfants ont grandi, on a pris toutes ces activités en plus. J'ai oublié de m'arrêter pour me dire, mais on est fou, quoi. Enfin, on va changer quelque chose, tant pis. On ne fera pas tout, ce ne sera pas la perfection, mais on aura une vie agréable. Donc ça, on oublie, on a tendance à prendre sur soi de plus en plus et à oublier de réajuster. Donc je ne suis pas grande fan des agendas hyper chargés tout le temps. Parce que je trouve que les gens, ils glissent vite dans le stress. D'ailleurs, ça se voit autour de vous, les gens qui sont tout le temps pressés. C'est stressant, franchement. Non, ils sont fatigants. Franchement, il faut le... Voilà. Et les city trips, je dirais, si vous avez plein d'énergie, vous avez l'impression que vos petites cuillères sont bonnes, votre fût d'énergie est bien rempli, vous avez mal nulle part, vous dormez bien, faites votre city trip, mais ça prend de l'énergie, il faut l'organiser, Avant ça, il faut vite terminer les dossiers. Après ça, il y a les emails à rattraper. Sur place, c'est génial, mais à Barcelone et Rome, on va marcher toute la journée. On va dormir un peu moins bien, c'est pas chez nous à la maison. On va boire un peu plus parce qu'il y a quand même des bonnes choses à boire et à manger. Donc c'est fatigant. Voilà. Donc moi, je suis pas grande fan. Moi, cette année, j'en fais pas parce que j'ai d'autres choses dans lesquelles je veux mettre mon énergie. Donc c'est des choix. Il faut voir si c'est le bon moment de faire un city trip. On peut aussi décider de ne pas en faire pendant 6 mois. Oui. Oui, voilà. Moi, j'avais une question. Souvent, on dit que quand on fait un burn-out, c'est recommandé, ou du moins beaucoup de médecins recommandent de changer de travail après. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, d'après vous, c'est obligatoire ou est-ce qu'on peut se réajuster dans ses fonctions actuelles? Parce qu'à la commission, c'est parfois un problème. D'accord. Alors, je vais vous donner des statistiques, comme ça vous aurez une idée de ce que les gens font dans la pratique. Statistiques belges. Et d'ailleurs, maintenant je me pose la question, je ne sais même pas si c'est le secteur privé et ou public réunis ou si c'est seulement le secteur privé. Mais on dit que si les gens sont absents 3 mois pour burn-out, seul 1 sur 2 retourne chez son ancien employeur. Et si on est absent plus d'1 an, seuls 20% retournent chez leur ancien employeur. Dans mes statistiques, qui sont environ la moitié retournent chez leur employeur et la moitié changent de job, ceux qui retournent, seule la moitié de ceux que moi j'ai rencontrés retournent dans la même fonction. Et la moitié retourne dans une autre fonction. Alors chez vous, changer d'employeur, ce n'est pas vraiment une option. Changer de service, peut-être. Ce n'est pas toujours simple, j'entends, mais peut-être. En tout cas, quand on revient, il faut savoir que ça a été une épreuve psychologique et physique extrêmement lourde. Et donc, le retour se fait toujours de manière progressive. On recommande j'entendais un psychiatre la semaine dernière dire le moins on retravaille au début, le mieux c'est. Souvent, on entend à mi-temps, mais ça pourrait être un quart temps, un tiers temps, le temps de reconstruire sa confiance en soi, de stabiliser son énergie. Ça se reconstruit, de dépasser ses peurs, parce qu'on a peur de
de répéter l'échec, on a peur du regard des autres, des collègues, etc. Donc progressif. Et alors, est-ce que je recommande quelque chose ou pas? C'est très personnel de savoir si on veut retourner dans l'ancien travail ou pas. Ce qui est important, c'est de faire le trajet avec un psychothérapeute. D'abord, c'est un chemin. Vous devez d'abord vous reposer, et puis vous devez vous remettre au centre de votre vie, apprendre à dire non à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, apprendre à dire non à vous-même pour les city trips ou d'autres fantaisies avec les enfants. C'est souvent à soi-même. Moi, je n'avais pas de méchant patron. Je me suis épuisée moi-même par excès d'envie de tout faire. Donc ça, il faut faire avec un psychologue. Et quand on a appris à se remettre au centre de sa vie, à se faire plaisir, à dire non, alors on commence, et seulement à ce moment-là, c'est une étape ultérieure, à réfléchir à ce qu'on va faire de son boulot à l'avenir. On ne commence pas dès le début à se dire « mais je ne peux pas m'imaginer retourner avec ce patron horrible et cette bureaucratie et ses collègues ». Ça coûte de l'énergie. D'abord, on recharge les batteries sans se poser des questions sur son retour au travail. Et quand on a retrouvé son énergie, qu'on est de nouveau un peu en forme, alors on commence à réfléchir à ses options professionnelles, à ce qu'on a envie. Parce que parfois, ce trajet-là, c'est du développement personnel, vous changez en tant qu'être humain. Moi, je vous dis, j'ai travaillé 20 ans dans les télécoms, j'ai plus envie une seconde de travailler dans les télécoms. J'ai 1000 fois plus de plaisir à être avec vous, ça a plus de sens pour moi aujourd'hui. Mais ça, je ne le savais pas au moment de mon burn-out. Jamais j'aurais imaginé que 5 ans plus tard, je serais ici. Il faut laisser le temps à son évolution personnelle et se poser les questions dans le bon ordre. Oui, d'abord Madame Pivot. Oui. Après avoir traversé une épreuve comme ça, est-ce qu'il y a moyen de mettre en place quelque chose ou d'avoir trouvé un indicateur qui permette à la personne de dire voilà, maintenant j'ai trouvé, on ne m'y reprendra plus. Est-ce qu'il y a moyen de mettre ça en place ou est-ce qu'on reste vraiment plus fragile à vie? Oui, la question est extrêmement pertinente. Je ne suis pas sûre d'avoir, 5 ans après mon burn-out, exactement la réponse. La première chose, c'est que c'est de toute façon le médecin, voire le psychiatre ou le psychothérapeute, qui décide que vous êtes prêt à reprendre le travail. Parce que c'est dans la nature humaine, je vous dis, la tête, elle a envie de reprendre le plus vite possible, c'est le corps qui n'est pas prêt. On n'a pas toujours la distance, on a envie, à cause de sa mauvaise conscience, de retourner travailler, puis on en a marre d'être chez soi, il ne se passe rien, et quelle frustration. Donc il faut laisser les médecins décider pour vous. Quand eux estiment que vous êtes suffisamment solide et que vous avez tiré les leçons suffisantes et introduit le changement dans votre vie pour pouvoir reprendre le boulot. C'est la première chose. Ensuite, c'est le corps qui est le meilleur baromètre. La tête a tendance à recommencer comme avant. Je vous parle d'expérience, mais tous les gens qui ont fait des burn-out vous diront ça. Par excès d'enthousiasme, c'est un peu notre personnalité, on aime bien faire. On aurait tendance à redémarrer comme avant. Moi, mon corps me donne des signaux. Il m'en donnait avant, mais je ne les entendais pas. Mais il me donne des signaux immédiatement. Moi, par exemple, je vais soit attraper mal à la tête, si j'en fais trop, ou si j'ai accepté des choses que je n'avais pas envie, je vais attraper mal à la tête, je ne prends plus d'aspirine, je m'assieds et je me dis pourquoi j'ai mal à la tête. Et je trouve très vite la réponse. Ou je réattrape mal au bras. Ça, ce sont mes indicateurs, mais je les écoute maintenant. Et donc, par exemple, hier, j'avais un salon du livre, 6 heures dans une salle comme ça, avec des auteurs et des gens qui passent, beaucoup de bruit. Donc, ce matin, j'ai rien fait. Tout à l'heure, je ne fais rien. Et demain matin, je ne fais rien. C'est gérer mes petites cuillères. Si j'avais travaillé complètement aujourd'hui, lu mes emails, répondu, et après en rentrant, j'ai bien 2 heures encore. Hein. Non, il fait beau, moi je vais marcher. C'est juste pour dire, c'est une manière d'apprendre à gérer à l'avenir ces petites cuillères. Est-ce que parfois je fais des faux pas et des petites rechutes? Oui, de moins en moins. Est-ce que je reste fragile? Oui. Je suis plus capable de faire à 120% comme avant, à utiliser 60 petites cuillères par jour, non. J'ai sans doute 43 petites cuillères par jour. Par contre, tout ce que je fais, je le décide consciemment. On ne m'a plus dans « allez, tu peux faire ça pour moi, allez, oui, je le fais en passant ». Non, je réfléchis très bien, ce que j'accepte, ce que je refuse, ce que je fais, pas, mon temps de plaisir, mon temps de repos. Donc je suis fragile, mais ma qualité de vie est bien meilleure. Et je performe très bien au niveau professionnel. Hein. Mais autrement. Ne me redemandez pas de lire 300 emails par jour, je ne pourrais pas.
faut le savoir. C'est pour ça aussi, peut-être ça peut être une motivation pour vous de ne pas aller jusqu'au barrage qui lâche, parce que là derrière, d'abord, c'est très embêtant, ce qui se passe pendant 1 an ou 2, le temps de récupérer, et on récupère, mais pas comme avant. Pas à peu près un cancer non plus, hein. Les gens vous disent à la chimio, c'est dur pour le corps, etc. Donc, c'est pas la seule maladie où on ne récupère pas complètement, après un infarctus non plus. Mais après le burn-out, on reste fragile. Vous avez parlé donc du barrage qui cède, ça ce sont les cas les plus spectaculaires, mais il y a quand même énormément de personnes qui ne vont pas jusque-là. Est-ce qu'alors vous diriez que c'est plutôt un pré-burn-out et qu'on les arrête à temps, ou bien plutôt un petit burn-out? Et est-ce qu'il y a une durée maximale pour se remettre d'un burn-out? Vous avez raison, il y a des gradations très grandes. Je pense qu'on a toujours fait confiance à nos médecins pour nous soigner. Quand un médecin estime qu'il faut arrêter quelqu'un, je dirais peu importe que son barrage est déjà lâché ou pas, espérons qu'il n'est pas encore lâché, c'est très utile. Les gens aujourd'hui exagèrent par excès d'enthousiasme, hein, c'est chouette, ces nouvelles technologies, tout ce qu'on peut faire, c'est city trip, enfin, donc c'est... Mais tout le monde comprend ce que je veux dire. C'est venu en plus il y a 20 ans, c'est pas ça, tout est venu en plus, et tout est chouette. Attendez, je vais répondre à la question de madame. Donc, oui, et puis après je prends... Attendez, je veux bien rigoler, mais j'ai perdu le fil. Petit burn-out. Donc c'est toujours intéressant d'arrêter quelqu'un avant que son barrage ne lâche, ou s'il a lâché, il y a des gens, vous ne pouvez pas croire, ils sont au bout, ils ont déjà craqué, mais ils vont quand même encore au bureau. C'est ce qu'on appelle le présentéisme. C'est des gens qui sont là, mais qui ne savent plus rien faire. Donc c'est toujours intéressant de les arrêter à temps. Par contre, je plaide beaucoup, mais ce n'est pas encore bien rentré dans les mœurs, dire à quelqu'un qui est allé jusqu'à l'épuisement, je te donne 15 jours, repose-toi, on est incapable de se reposer puisqu'on est encore avec ce train lancé à plein de vitesse. Donc en fait, il faudrait tout de suite, et j'entends certains médecins, mais c'est trop rare, dire ok, je t'arrête 1 semaine, mais dans 1 semaine, je veux que tu me dises qui est le psychologue que tu as choisi et quand tu as ton prochain rendez-vous à court terme. Parce qu'il faut te faire accompagner pour comprendre pourquoi tu te crois obligé d'en faire autant. Il va falloir changer des choses parce que ça n'ira pas. Et ça, je trouve c'est très utile. Il faut apprendre à se reposer. Ça ne paraît pas évident pour tout le monde. Et puis, est-ce qu'il y a une durée maximale? Il y a des gens qui sortent jamais de burn-out. Alors, il y a des médecins qui disent que quand on fait un burn-out trop intense, trop âgé, le cerveau ne va pas complètement récupérer. Ça, c'est un aspect. Bon. Il y a aussi les blocages psychologiques, c'est-à-dire que, par exemple, la notion de travail est tellement importante pour vous. Non, je vais prendre un autre exemple, pardon. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes dans un département, une DG qui ne vous correspond plus aujourd'hui, mais vous ne trouvez pas de travail dans une autre DG. Vous vous sentez, ou en tout cas maintenant vous êtes malade, vous vous sentez coincé et vous n'arrivez pas à développer les ressources pour changer. C'est un peu la cage dorée. On peut rester coincé dans un burn-out parce qu'on ne peut pas s'imaginer retourner là où on était et qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre le changement. J'ai pris cet exemple-là parce que pour les fonctionnaires ça parle, mais il y a plein de... voilà, certains, ils sont malades avec une assurance groupe magnifique. Je pense à Jacques dans le livre. 28 ans comme chef IT, enfin d'abord informaticien et puis il a chef IT dans une grande firme pharmaceutique ici. Il craque, il dit je ne peux pas retourner dans cette entreprise, mais il a une si belle assurance maladie, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va perdre tout son salaire, il a 58 ans, il est bloqué. Mais du coup, son énergie est bloquée aussi. Donc parfois, c'est triste comme histoire, parce que c'est la cage dorée. Enfin voilà, comme ça, des anecdotes, il y en a de gens qui restent coincés. Oui. J'ai des questions. Une, est-ce qu'il y a des personnalités, parce que j'ai entendu ça à plusieurs reprises, qui sont plus prédisposées à avoir des burn-out? Des gens, vous parlez de présentéisme, il y a des gens hyper responsables. Est-ce que c'est hyper responsabilité donne lieu à un possible burn-out si on exagère? Il y a une autre chose, c'est la frontière entre burn-out et grosse fatigue, parce que si je vois vos 3 catégories, ça correspond aussi aux 3 fatigues.
mal dormir, avoir des symptômes physiques et y avoir des colères ou des changements. C'est pas pour ça qu'il y a un burn-out. C'est quelle gradation pour arriver au burn-out? Merci. Je vais commencer par la deuxième question, parce que j'ai oublié la première, vous allez me la rappeler si vous voulez bien. Alors, les gradations, c'est pas une science exacte, hein, parce que moi, j'ai essayé de mettre des mots sur ce burn-out, cette fatigue, la dépression, parce que moi, quand j'ai eu ce crash, c'était un grand nuage où personne ne m'a éclairé, j'arrivais pas à lire des livres très difficiles. Ce livre ici, il est que avec des mots faciles, et qu'il n'y a pas des grandes théories. En néerlandais. Il existe en néerlandais aussi, s'il y a des néerlandophones, depuis samedi en librairie. La gradation, on parle vraiment de l'énergie qui cède en une fois. Mais ça va être un peu variable chez les gens. Certains auront très mal au dos, dormiront pas bien. Je vous ai dit, il y a 200 symptômes. Donc moi, le problème, c'est que quand vous avez ces symptômes, s'il y en a 200, jamais vous savez si vous avez les symptômes ou pas. C'est pour ça que je préfère les mettre en 3 catégories. Ce n'est pas une science exacte, mais au moins, j'ai vu beaucoup de gens dire 1, 2, 3. Je pense qu'il faut sentir qu'on va dans la mauvaise direction. Mais tous les médecins vous diront que quand il y a le crash du burn-out, c'est tout qui s'effondre en une fois. Alors chez moi, c'est spectaculaire, je ne peux pas me lever. Il y a des gens qui peuvent se lever. Mais ça veut dire aussi que tous vos organes peuvent être touchés. Donc vous avez tous les bobos avant, tous les signes annonciateurs. Et puis quand vous craquez vraiment, vous avez ce que moi j'appelle, il y a un chapitre sur les bobos connexes. C'est les maladies qui arrivent à cause de la décompensation du corps. Le corps a lâché. Et du coup, vous pouvez, moi j'ai eu des palpitations cardiaques pendant 2-3 ans. Je ne pouvais pas monter un escalier sans être très essoufflée. J'avais jamais eu ça, jamais rien eu avant. Je faisais un peu de sport. J'ai eu des problèmes d'estomac. Mais il y a des gens qui perdent leurs cheveux, il y a des gens qui commencent à avoir des problèmes aux dents, ils sont tout le temps chez le dentiste après un burn-out. Il y a d'autres choses qui viennent en plus. Voilà, ce n'est pas une science exacte. Si vous sentez que quelque chose commence à ne pas aller très bien, prenez-le à temps et laissez au médecin le reste de rattraper les gens qui sont allés trop loin, voilà, à des degrés différents. Oui, attends, rappelez-moi. La première, c'était, disons, s'il a des personnalités. Ah oui, des personnalités, oui. Alors, oui, à l'origine, on disait que c'était les gens perfectionnistes. Parce que parfois, votre perfectionnisme vous amène à en faire tellement pour que ce soit parfait, contre tout bon sens et contre votre fatigue. J'entends aussi des psychologues dire que, en fait, c'est des gens qui n'ont pas tellement confiance en eux, mais on est très nombreux, hein, parce que pas avoir à l'intérieur, au fond, complètement confiance en soi, on est quand même assez nombreux. Et donc, c'est des gens qui veulent bien faire, parce que pour eux, c'est important qu'on trouve qu'ils font bien. Vos parents trouvent que vous travaillez bien, vos collègues, votre chef, votre partenaire, vous voulez être un bon parent. Pour vous, c'est important tout ça. Aussi, pas seulement pour vous-même, mais aussi pour l'image que vous donnez de vous. Donc c'est des gens qui peuvent aller jusqu'à l'épuisement, parce que s'ils ne reconnaissent pas la reconnaissance, parce que les parents disent toujours que c'est pas assez, ou que le patron est vraiment difficile, ou qu'il y a un nouveau collègue embêtant, et on n'a plus cette reconnaissance, et ben on va continuer à prester, et tant pis l'épuisement, parce que ce qu'on veut, c'est la reconnaissance. Donc oui, il y a des types de personnalités. C'est toujours des gens pleins de projets, dynamiques, enthousiastes. Avant, c'était des qualités, il faut juste, mettre ses limites. Et quand on dit aujourd'hui qu'il y a un travailleur sur 6 qui est à risque accru de burn-out, je pense qu'on peut sortir des cases personnalité. Je pense que ça nous pend au nez à tous, parce que voilà, il suffit que quelque chose de plus vienne se mettre dans votre vie et vous allez commencer à dire « Ouah, moi j'en peux plus ». Attendez, il y avait madame et puis madame. Monsieur, d'abord. Allez-y, madame. Fédéral Zop qui est là. Oui, c'était vous. Quelqu'un là, c'était pas vous. Oui, allez-y. Oui, Alexia, merci. C'est une question pour vous, mais aussi pour nos collègues. L'accompagnement, c'est aussi un saut à passer, de rentrer ça en plus dans tout le reste, d'aller voir quelqu'un 1, 2, 3 fois par semaine. Donc bon, il y a ce côté-là, mais surtout choisir qui, c'est pas facile. Est-ce qu'on a un conseil qui est disponible au niveau du service médical là-dedans? Est-ce qu'il y a des ressources pour les gens qui sont en recherche de... C'est qui un bon psychothérapeute pour traiter ça? Oui, enfin, vous pouvez toujours en
en urgence, allez voir notre équipe au service médical, mais si vous avez besoin d'un psychothérapeute, je prendrai plutôt quelqu'un à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour éviter de mélanger les genres et de faire trop de visibilité sur d'éventuels problèmes que vous avez et les laisser trop transparaître dans la maison. Donc si vous avez, ce serait mon conseil, je pense qu'il vaut mieux aller... Comment on choisit quoi? Comment on choisit, ça c'est encore une autre affaire, mais je ne ferai pas une confiance aveugle dans les services de la maison. En urgence, vous allez les voir, et de toute façon vous aurez besoin d'aller faire valider si vous êtes en arrêt pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, que ce soit l'équipe de Gérard, etc., qui valide des arrêts maladie longue durée. Mais bon, ils ne sont pas là pour faire un traitement et pour faire un suivi. Une liste de personnes conseillées. Oui, peut-être, mais bon, je pense qu'il vaut mieux trouver un appui externe. Alors, ça dépend des environnements professionnels. Il y a des entreprises maintenant qui proposent des coachs internes. Et vous avez droit à 3, 5, 7 séances pour vous aider. Parce que, a priori, tous ceux qui sont là, ils ne sont pas en arrêt maladie. Donc, vous n'êtes pas encore avec un barrage qui a lâché. Vous pourriez très bien vous faire aider. Ce n'est pas 1, 2, 3 fois par semaine. Parfois, ici, on parle de coaching, on ne parle pas de psychothérapie lourde, on parle de réorienter un peu, de réorganiser un peu sa vie. Parfois, il suffit de 1, 2, 3 séances. Peut-être les choses que vous avez notées dans la petite minute, là, vont vous faire vraiment du bien. Alors sinon, j'ai créé sur Facebook un groupe qui s'appelle Burnout Belgique. On est 1200 maintenant, burnies et thérapeutes. Un des objectifs du groupe, c'est d'échanger les bonnes adresses. Donc voilà, si quelqu'un a le souhait de rejoindre le groupe, même juste pour poser la question sur Bruxelles, qui connaît quelqu'un en prévention du burn-out, etc. Mais sinon, le bouche à oreille, et puis les thérapeutes, c'est pas toujours... c'est comme dans la vraie vie, on ne s'entend pas avec tout le monde. Donc il faut en essayer 1, 2, 3 et aller chez la personne qui vous paraît la plus juste pour vous, avec qui ça va coller. Voilà. Pour les life coachs, c'est un peu moins important parce qu'on va passer moins de temps, on va aller moins dans des choses très intimes. On va plus parler de réorganisation de son mode de vie. Voilà. Oui, monsieur et puis madame. Est-ce qu'on peut parler de burn-out sans composante professionnelle? Je veux dire, est-ce que... Le micro. Ah oui, excusez-moi. Est-ce qu'on peut parler de burn-out sans composante professionnelle? Évidemment, les circonstances de la vie privée peuvent y ajouter quelque chose, mais la question c'est, est-ce qu'il peut être question de burn-out en dehors de facteurs professionnels? Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que le burn-out est toujours professionnel. Je ne suis absolument pas d'accord là-dessus parce que j'ai rencontré aussi des gens qui ont fait des burn-out dans des contextes pas du tout professionnels, des étudiants, des mères de famille, des pensionnés, pour lesquels il n'y a pas de composante professionnelle. Voilà, c'est les mêmes composantes, c'est trop et pas juste. La mère de famille, par exemple, elle avait ses enfants tout le temps, elle avait décidé d'arrêter de travailler pour élever ses enfants, pas la meilleure décision pour elle. Et ses enfants, le deuxième, ne dormait pas beaucoup, donc elle était épuisée, elle était tout le temps avec eux. Et il n'y avait pas de reconnaissance, son mari trouvait que s'il travaillait, il voulait bien que leur repas soit sur la table quand il rentre et qu'elle s'occupe de l'organisation de la famille, etc. Puisque lui, il travaillait, on peut comprendre aussi, mais donc elle avait trop, elle était épuisée et pas de reconnaissance et elle a complètement craqué. Donc voilà, oui, on peut avoir des burn-out sans composante professionnelle. Merci. Madame ? Si vous aviez été à une conférence comme celle-ci avant le burn-out, vous vous seriez arrêté? Non, je ne me serais pas arrêtée, parce que ça n'aurait pas été nécessaire non plus, mais j'aurais réajusté parce que, pour moi, ce qui aurait été une prise de conscience aurait été de comprendre que mon mal au bras, ce n'était pas anodin, c'était le signe de quelque chose, que mon mauvais sommeil, c'était le signe de quelque chose. J'aurais ralenti, je pense, et j'aurais fait les heures blanches. Mais ça, c'est chacun a écrit ou a pensé pour lui-même 3 choses. Voilà, je bougeais, par exemple, mon alimentation était saine. Voilà. J'étais trop sur mon GSM, tout le temps joignable, tout le temps curieuse de voir ce qui se passait. Donc oui, j'aurais ajusté, je pense. Mais avant de craquer, ça n'était pas nécessaire de m'arrêter non plus, sauf si le médecin... Mais j'avais été chez mon médecin un peu de temps avant, il ne m'a pas dit de m'arrêter. Hein, donc. Mais j'aurais changé des choses, oui. Madame. Oui, madame et puis madame derrière. C'est une simple réflexion dont je voulais faire part ici à toute l'Assemblée.
Quand vous dites on fait confiance à notre médecin, tout à fait, ou psychothérapeute ou psychiatre, le problème c'est qu'il y a un grand écart entre le service médical et la commission et ce que le médecin prescrit. Parce que le service médical ne souhaite qu'une seule chose, c'est remettre les gens au travail parce que ça rentre dans leurs statistiques. Or, quand vous passez d'un 60% médical à un 100% médical, qu'on vous oblige à aller dans le même service parce que de toute façon, vous ne pouvez pas prétendre autre chose, qui va vous prendre avec un mi-temps médical? Personne. Eh bien là, il y a un grand fossé. Alors on parle beaucoup de burn-out, on fait des conférences sur le burn-out, mais quand est-ce qu'on réagit et comment est-ce qu'on réagit? Voilà, ça c'est quelque chose que personnellement j'ai vécu. Et c'est excessivement dur de se battre tous les jours avec cela. Voilà. Merci. Je vous remercie pour votre témoignage. Et je pense votre livre, je l'ai lu en pleurant du début jusqu'à la fin. D'émotion. Voilà, parce que c'est ma photo. Ça reflète une certaine réalité, ce que vous racontez. Et c'est triste. Et j'espère que si les 10 dernières années, on a investi beaucoup en réduction de personnel, en réorganisation technologique et des procédures, j'espère que dans les 10 prochaines, on va réinvestir dans l'humain. Voilà, je ne suis pas fleur bleue, je viens du monde des télécoms, c'était un monde très dynamique, etc. Mais je pense qu'on ne tient pas suffisamment compte de ce qui se passe dans la société et chez les individus. Vous avez raison, on parle trop de statistiques. Maggie De Bloch, notre ministre de la Santé, c'est la même chose. Voilà, il y a des mutuelles chez nous, c'est eux qui jouent le rôle de votre service médical, qui sont, il y en a qui sont humaines et d'autres qui sont vraiment, vraiment à pleurer de voir ce qu'on fait avec nos individus. Les syndicats peuvent faire quelque chose. C'est un défi. Déjà, ce qu'il faut, c'est avoir une certaine vision du problème, de l'étendue des problèmes. Ensuite, on peut... Voilà, ensuite c'est dans les discussions avec le service médical, et en général c'est plutôt même le comité du personnel qui est notre relais. On a tous une double casquette syndicale et une casquette d'élu dans les comités du personnel. Et ensuite on essaye de voir, quand il y a des problèmes particulièrement nouveaux ou importants qui surgissent, comment il faut réajuster les décisions prises par le service médical, notamment quand il s'agit de renouveler les absences longue durée. Je dois dire quand même, on a une relativement bonne écoute. Je parlais tout à l'heure quand il y avait une collègue qui demandait les noms de médecins, mais ici à la commission, il y a quelqu'un qui suit les absences longue durée, le docteur Adam Gérard, et je dois dire quand même qu'elle a une approche relativement humaine des choses. Mais je ne pense pas, parce que moi j'ai la même expérience qu'elle. Ouais. Et elle a été très rigide. Elle veut renvoyer le plus vite possible les gens. Ah, elle est là pour ça. Donc après, elle est payée pour ça. Et on arrive quand même à négocier un certain nombre de choses avec elle. Donc, et par contre, l'avis de notre médecin. Voilà, à ce moment-là, la seule alternative, et c'est ça qu'on met en œuvre au titre du statut, c'est quand il y a un conflit entre le diagnostic de votre médecin et celui du service médical ici, c'est d'appeler un médecin arbitre. Il y a une liste de médecins arbitres qui est établie avec les syndicats, et il faut tirer des médecins arbitres qui est reconnu comme partie tierce de confiance par les deux parties, le médecin de la commission et votre médecin, et c'est le médecin arbitre qui va trancher. Voilà, c'est la seule procédure qu'on peut mettre en œuvre. C'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus, en fait, au niveau des contrats, justement des contractuels, parce que nous avons, de nos amis, ça lui est arrivé, elle est en burn-out. Elle avait même peur de se balader dans la rue, de rencontrer ses collègues qui pourraient dire, elle va bien, elle va au cinéma et tout, donc elle va bien. Et puis 2, on l'a appelé pour dire que ton contrat arrive à la fin, on ne renouvelle pas. Donc ça aussi, je trouve que c'est quelque chose. Et puis alors dire que justement, il ne faut pas aller voir les médecins de la commission, déjà ça démontre aussi qu'on ne peut pas, on a honte déjà au départ, et ne pas devoir mélanger ça avec le boulot, c'est un problème d'humain aussi. Donc on devrait pouvoir aussi en parler à son chef déjà très proche. Mais enfin, les médecins de la commission, ils sont pas là pour prescrire. Vous allez voir un médecin à la commission, il peut vous dire, ah bon, moi il me semble que vous avez un problème de ci ou de ça, je vous envoie voir l'ORL, voir ceci, cela, mais ils ne sont pas là pour vous prescrire un médicament, un traitement, etc. C'est pas leur job, ils n'ont pas le droit de faire ça.
Ils sont médecins du travail ici, ils sont là pour vous réorienter vers le canal normal des prestations médicales. Ils ne sont pas là pour se substituer aux médecins en ville ou aux hôpitaux. Ils n'ont pas le droit du tout. C'est pas qu'ils voudraient le faire ou qu'ils aimeraient ou qu'on aimerait qu'ils le fassent. Ils n'ont pas le droit. Ils sont pas là, c'est pas leur job. Donc il y a ceux qui font ça, ils font les visites médicales annuelles, ils font ce genre de trucs. Et s'ils identifient une possible pathologie, ils vous renvoient sur votre médecin ou sur un spécialiste qui éventuellement vous conseillera. Ils n'ont pas le droit de prescrire, ils ne sont pas là pour ça. Alors après, il y a une autre partie du service médical qui est là pour vérifier la justesse ou la réalité, la justesse des décisions prises en matière d'absence. Donc si ils considèrent que vous avez un bon ami médecin qui vous donne des arrêts de complaisance un peu trop facilement, ils sont là pour faire un peu la police. Ils ne sont pas là pour faire des ordonnances non plus. Qui n'est pas de profil, voilà. qui n'est pas d'abus. Qui n'est pas d'abus. Voilà. Donc c'est toujours pareil, comme dans toute chose dans la vie, il y a des vraies réalités, il faut les prendre en compte, et puis il y a des gens qui font des abus, et donc il faut limiter ça pour que ceux qui sont vraiment malades ne soient pas pénalisés par le fait qu'il y a des gens qui font des abus. C'est toujours compliqué. Oui, c'est pas très simple. Donc chacun doit rester dans son rôle. Si vous avez besoin d'un appui médical, vous allez voir un médecin, mais à l'extérieur de l'institution. L'institution n'est pas là pour vous offrir un service médical avec des médecins à disposition sur toute la panoplie de spécialités. C'est pas le but. Voilà, donc je ne conseillais pas d'aller voir le psychiatre de la commission parce que son rôle est aussi... Enfin, il a d'autres rôles qui sont d'identifier des gens qu'il faut mettre en invalidité ou je ne sais quoi, et donc c'est pas forcément le genre de bouton sur lequel il faut pousser. Donc si vous avez besoin de voir un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste, vous testez, un message aussi. Voilà, vous testez à l'extérieur, parce qu'encore une fois, c'est un problème relationnel, c'est un problème de contact. L'essentiel du travail que vous allez faire avec un psychiatre ou avec un psychologue, c'est en réalité vous mettre face à quelqu'un qui vous donne suffisamment de confiance pour vous parler à vous-même. C'est un miroir finalement. C'est une personne qui vous amène à vous parler à vous-même, de vous-même, à mieux vous comprendre vous-même. C'est pas quelqu'un qui va vous regarder, vous ausculter, vous poser 3 questions et vous dire voilà le diagnostic, voilà ce que vous avez, voilà ce que vous allez faire pour sortir. Non, c'est quelqu'un qui vous met en situation de vous guérir en quelque sorte vous-même en pouvant vous regarder dans un miroir. C'est ça, c'est ça le psychologue. Et donc, et tous les psychologues ne seront pas capables de s'adapter à n'importe qui. Donc il doit y avoir une interaction positive, efficace, entre vous et le thérapeute. Et donc on ne peut pas vous dire « Ah, il faut aller voir le spécialiste machin tel », parce que c'est vraiment la seule personne qui sache faire. Non, ça dépend de vous, en fait. C'est pas comme si c'est un dentiste ou un spécialiste des implants. Là, c'est un vrai spécialiste des implants. Mais pour la psychologie, c'est vous avec vous-même, et l'autre n'est qu'un révélateur, n'est qu'un accélérateur de prise de conscience et de clarification. Ok. Excusez-moi, madame. On va bientôt s'arrêter. On aura une autre question parce qu'il est déjà bientôt 2h30. Pour ceux qui veulent, je reste ici. J'ai des livres en français, ils coûtent 15 €. J'ai des livres en néerlandais, ils coûtent 20 €. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez une question que vous n'aviez pas eu envie de poser ici, vous pouvez venir. Je reste encore un petit moment. Si vous avez une question plus personnelle, j'y répondrai volontiers ici. On prend encore une dernière question. Une dernière question, si vous voulez, après on s'arrête. En fait, moi j'ai mon fils qui est en train de grand, il a commencé hier à prescription d'ailleurs. Et le médecin souhaiterait qu'il voie une personne qui fait de la programmation neurolinguistique. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider, il y a beaucoup de techniques, c'est des techniques de... Tout ce qui peut aider, c'est des techniques de relaxation contre le stress, et il y a en effet des différentes techniques avec les yeux ou avec des tapotements, etc., qui libèrent des émotions coincées. Parfois, on peut avoir... Quand c'est un burn-out, comme tout le corps lâche, on peut avoir d'anciennes émotions aussi qui reviennent, d'anciens problèmes qui remontent à la surface, parce qu'on n'arrive pas si bien à les canaliser, alors qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc je ferai confiance au médecin, ce qu'il propose, voilà, je suppose qu'il fait ça, je suppose qu'il a recommandé une bonne adresse en son âme et conscience. Oui, il y a des techniques alternatives qui aident certainement et qui contribuent à aider en cas de burn-out. Ok.